La France est à l'origine du cessez-le-feu entre le Liban et Israël, Alain Bauer? Alors d'abord, le On a loupé un cessez-le-feu, il n'est épisode? pas entre le Liban et Israël, je le rappelle, il est entre le Hezbollah et Israël, et il fait partie d'un accord avec l'Iran. Nous ne faisons partie d'aucun de ces éléments. Par contre, Jean-Yves Le Drian, particulièrement, est intervenu pour que pour la première fois depuis 1948, et avec un bref espace en 83-84, je crois, le Liban entame des discussions directes avec les Israéliens. Je rappelle que le Liban a déclaré la guerre contre Israël en 1948, qu'il n'y a jamais eu de paix ni de cessez-le-feu, sauf un intermède d'1 an, où après un accord entre les deux parties, le Liban a dénoncé l'accord de paix pour revenir à un état de guerre. Tout le monde a oublié, mais le Liban et Israël sont en guerre depuis quasiment 80 ans. Le Hezbollah a déclenché une guerre sous le commandement des gardiens de la Révolution qui dirigeaient les batteries de roquettes qui ont été tirées contre Israël. Israël est en guerre contre le Hezbollah. Le problème du Liban, c'est que ce n'est pas un État, que ce n'est pas un État qui est capable de contrôler son propre territoire, qu'il faut réarmer le Liban, etc. Le président Aoun, président du Liban, a effectivement pris le risque, avec beaucoup de courage, de déclencher à nouveau des discussions entre le Liban, État qui essaye d'être souverain, et Israël. De ce point de vue-là, il y a eu un effort, particulièrement de Jean-Yves Le Drian, donc représentant du président de la République, sur cette question. Mais ça n'a rien à voir avec le cessez-le-feu qui est avec le Hezbollah. C'est pour ça que je tiens à préciser qu'il y a plusieurs niveaux de discussion. Les discussions entre le Liban et Israël, il y a un effort d'un certain nombre de personnalités pour pousser le Liban à enfin discuter directement avec l'État d'Israël. Pour le reste, ça se passe entre les Américains, les Iraniens et pas nous. Non, évidemment. André Vallini, on a du mal quand même à comprendre pourquoi le ministre des Affaires étrangères estime que la France a pris part à ce cessez-le-feu et cette négociation. C'est ce qu'on appelle se pousser du col. Un peu, puis réaffirmer encore des positions contre Israël qui sont je ne sais pas quel rôle a joué la France. Je sais que la France et le Liban ont une histoire intime, si j'ose dire. Moi, je me souviens toujours, quand je suis arrivé à l'ambassade de France à Beyrouth, il y a une grande inscription dans le grand hall d'accueil du général de Gaulle, qui a eu cette phrase « Le Liban est le seul peuple de la terre dont le cœur n'a jamais cessé de battre au rythme du cœur de la France ». Donc le Liban et la France, c'est une histoire très particulière, mais aujourd'hui, je crois que cette histoire elle est un peu entre parenthèses. Bien sûr. C'est pas ce qu'on questionne, en fait, Alain Bauer. Non, mais la France aura un rôle dans le rétablissement du Liban comme État souverain. Ça, c'est sûr que personne ne le fera à notre place. La France, depuis les accords Sykes-Picot avec les Anglais, a une co-responsabilité à la fois de l'état de la situation locale et de la dégradation de la situation locale, du rôle terrible que doivent porter la force intérimaire des Nations Unies au Liban, du meurtre de nos propres soldats. Et je tiens vraiment à souligner à quel point c'est doublement courageux d'être à la fois présent, d'y aller et de savoir que quasiment on ne pourra pas riposter quand on est une cible. Je veux dire que le rôle des militaires... À quoi on sert là-bas ? Si on avait du courage et de la volonté vis-à-vis des Syriens avant l'effondrement du régime ou dans la situation présente, on aurait un rôle plus déterminant que d'être simplement des négociateurs de négociations qui n'en finissent pas avec des gens qui tous plus ou moins mentent. Le fait d'avoir poussé le président Aoun à établir des discussions directes avec Israël, c'est un événement considérable. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais il n'a rien à voir avec le cessez-le-feu. Catherine Ney, effectivement, il y a cette situation au Liban. Il y a aussi ces négociations qui sont dans l'impasse entre l'Iran et les États-Unis. Tout est gelé. Donald Trump reprend ses menaces. Il avait dit on va donner du temps aux Iraniens, mais là on va détruire tous les bateaux iraniens qui mettent des mines dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, le seul bénéfice, c'est qu'il y a une trêve. Donc combien de temps va-t-elle durer ? Il y a des menaces. Est-ce qu'elles vont passer à exécution ? Est-ce qu'on va tirer sur les bateaux iraniens ? Est-ce que les Iraniens riposteront en tirant sur des bateaux américains? On en est un peu là aujourd'hui. Enfin, tout ça a déjà lieu. Tout le monde tire un peu, non pas sur, mais autour. Voilà, mais là, est-ce qu'on va tirer directement, comme l'a menacé C'est un jeu de posture et de rôle. Voilà, mais en attendant, on calme quand même, on respire. Oui, enfin, les Américains viennent d'annoncer qu'ils demandaient à une trentaine de bateaux de faire demi-tour tout de suite. Les Iraniens testent la résolution américaine. Les Américains testent la capacité de discussion parce qu'ils ne savent plus avec qui discuter avec les Iraniens. On sent bien que depuis le coup d'État invisible qui a eu lieu à l'intérieur du régime, le cercle Habib, qui sont les anciens combattants des gardiens de la Révolution, de la guerre Iran-Irak,
et qui sont une demi-douzaine de dirigeants qui aujourd'hui ont trusté l'intégralité des postures, ont bouleversé l'équilibre entre la monarchie, qui est aujourd'hui totalement écartée, le régime politique qui n'a jamais pesé grand-chose, mais qui se fait désormais directement insulter par les tweets et les communiqués des gardiens de la Révolution, et puis les vrais gardiens de la Révolution, le commandant des gardiens de la Révolution, le conseiller militaire du supposé commandeur, grand ayatollah, subclaquant, fils de son prédécesseur. Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei. Et qui n'est pas légitime. Bah, ça, puis son prédécesseur non plus. Hein. Le père n'était pas plus légitime, il n'était pas grand ayatollah, il n'avait aucune des caractéristiques prévues par la Constitution, et pourtant il est resté très longtemps. Donc il y a toujours une capacité d'adaptation dans le chiisme duodécimain qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pense. C'est plus souple que le reste de l'islam sunnite en général. Mais la réalité, elle est là. Il y a eu un coup d'État. Aujourd'hui, les anciens gardiens de la Révolution du temps de la guerre Iran-Irak, ayant donc acquis leur légitimité sur le terrain, ont pris le pouvoir et ils sont en train de s'affirmer comme étant les seuls gardiens du pouvoir. Le dernier commandant des gardiens de la Révolution qui a créé ce qu'on appelle la défense mosaïque, c'est-à-dire l'extraordinaire décentralisation qui permet à l'Iran de ne plus être un État, mais 31 États, avec 27 centres de production de missiles et de drones, une limitation de 4 ou 5 dirigeants remplaçables en version Kleenex, qui fonctionne parfaitement bien et qui a complètement surpris, voire déstabilisé et les Américains et les Israéliens. Ce n'est pas la résistance militaire, ce n'est pas la capacité à avoir des drones, tout ça n'est pas une surprise. La surprise, c'est la résilience de l'État iranien qui est un modèle de type ukrainien, désormais, par rapport à la guerre contre la Russie. Et on sent bien que cette modification de l'art de la guerre, de la technique de la guerre, de la miniaturisation, de la décentralisation, de la dronisation, est en train de tout changer. Et d'ailleurs, c'est un moment où il va falloir que nous-mêmes, on est au bord de la loi de programmation militaire, elle est en train d'être discutée, on arrête de se préparer à la guerre d'avant pour se préparer à la guerre d'après. Parce qu'on n'a toujours pas compris la guerre de pendant. Alors, et la guerre d'après, c'est la guerre ? Dronisation, miniaturisation, changement. Il faut extraordinairement regarder. C'est ce que j'explique dans la revanche de l'Empire chinois. C'est-à-dire la capacité que les Chinois ont eu de tout transformer dans leur art de la guerre. Et la démonstration qu'ils font le 1er septembre dernier, c'est nous avons désormais une armée de masse et de technologie. Nous sommes capables de vous égaler, voire de vous surpasser. Tout ça grâce à notre dispositif anti-drone. Nous avons certes des porte-avions, mais des porte-drones. Nous avons certes des sous-marins, mais des sous-marins drones. Et nous n'en avons pas un ou deux en prototype, mais des dizaines de milliers. Quand il faut 12 ans aux Américains pour construire un porte-avions, il faut 6 ans aux Chinois pour en construire 2 et 3 ans pour construire 4 porte-drones. Tout a changé. André Valleni, effectivement, on a un retard phénoménal on a du retard en termes d'armement. Moi, je me souviens d'avoir siégé à la commission de la défense du Sénat en 2017. Et on disait déjà à l'époque, au Sénat, devant les militaires, dont les généraux, chefs d'état-major, qu'il fallait mettre les bouchées doubles parce qu'on avait déjà du retard à l'époque. Et on n'a pas encore rattrapé notre retard. Non, on n'a pas accepté de comprendre que tout avait changé. On rêve du monde d'avant avec des gros porte-avions, des gros avions, etc. Et les Américains nous font la démonstration. Et les que c'est utile quand même. Qui protègent aujourd'hui le Golfe ? Plus les Ukrainiens avec leur système anti-drone à 4 sous pour des drones à 4 sous que des missiles à 1 million pour détruire des Shahed à $6 000. On se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une guerre de gros engins contre de gros engins. Ça veut dire qu'on s'est focalisé sur 2 idées devenues obsolètes. 1, il y aura une guerre de chars en Centre-Europe, c'est fini. Et 2, la dissuasion nucléaire nous protège de tout. C'est fini aussi. Depuis 2001, aux États-Unis, la démonstration a été faite qu'on pouvait attaquer la plus grande puissance militaire du monde dans son secteur politique, dans son secteur militaire, dans son secteur financier, et ne pas avoir de riposte possible, puisque tout était devenu asymétrique. Catherine Ney. Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez, je change de sujet un peu, ce que peut penser Poutine de voir Zelensky reçu en grande pompe par les Saoudiens, à qui il promet protection, aide. Poutine, il est ravi de ce qui arrive. D'abord, il vend 2 fois plus cher son pétrole et plus personne ne l'empêche de le vendre. Il est en train de réarmer. Pendant ce temps-là, la guerre en Ukraine continue. Pendant les travaux dans le Golfe, la guerre en Ukraine continue. Et lui, il continue à dire, moi, tant que j'aurai pas mon bout de Donbass, la guerre ne sera pas finie. Quand j'aurai mon petit bout de Donbass, je demande la neutralisation et la finlandisation de l'Ukraine. Et à la fin de la fin, j'y arriverai. Parce que depuis Pierre le Grand, l'armée russe, rouge, impériale ou soviétique, elle perd et elle gagne par l'attrition et sa capacité à perdre du monde, mais en avoir toujours un peu plus à la fin que ceux qu'elle attaque.
c'est la réalité. C'est comme ça qu'il a gagné à Poltava en Ukraine contre les Suédois et qu'il a établi l'Empire, Pierre Ier. Rien n'a changé. La seule chose qu'il a... Et il y a même pire, nous ne lisons toujours pas la doctrine militaire russe qui est escalade pour la désescalade. Je tape d'abord, je discute ensuite. Et nous, on n'est pas d'escalade. On a changé de conflit, mais on va revenir à celui qui nous occupe, qui est celui de l'Iran. Il n'y a pas de souci, Catherine. On sait aussi que Donald Trump est pressé de finir ce conflit, mon cher Alain Bauer, parce que, et ça c'est le lien avec votre livre, il doit se rendre en visite officielle en Chine à la mi-mai. Le 14. Le 14. Il faut que les opérations soient terminées pour lui en Iran. Il n'y a pas seulement le 14 mai, il y a aussi la limite où il doit saisir le Congrès de la poursuite de cette guerre qui change de nom tous les 3 jours. C'est une guerre, c'est pas une guerre, c'est une opération de blocus ou de barrage filtrant. Parce que la guerre, c'est un acte solennel et le Congrès a, au bout de 60 jours, 90 jours, il y a plein d'interprétations. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il va falloir saisir le Congrès et il n'est pas sûr d'avoir la majorité au Congrès dans cette affaire. Deuxièmement, il a un problème qui est le prix de l'essence, l'inflation, le bitume, les engrais, bref, tout ce qui est les précurseurs chimiques pour les médicaments, tout ce qui est bloqué, qui ne concerne pas essentiellement les Américains, mais qui a un prix sur le marché intérieur américain, puisque le prix est mondial. Donc en fait, même s'ils produisent beaucoup de pétrole, mais assez peu de gaz, ils payent plus cher, quoi qu'il arrive, parce que les autres n'ont plus les moyens de se fournir, et pas seulement les Chinois, ce qui pourrait l'amuser, mais aussi les Indiens, les Vietnamiens, les Philippins, qui sont des Japonais, qui sont des alliés historiques des États-Unis dans le Pacifique et qui sont véritablement impactés de manière très dure, et pas seulement sur les prix, mais sur l'absence de quantité. Donc il a besoin que cette guerre se termine. Pour cela, il joue sur plusieurs facettes. J'insulte, je discute, je négocie, je papote, cesser le feu, mais avec un... Tout ça est une stratégie, Alain Bauer. Tout ça n'est pas des mouvements erratiques. Non. Tout ça sont des mouvements qui essayent de saisir le moment de avec qui je négocie, qu'est-ce que je négocie et jusqu'où je peux aller par rapport à un objectif qui était le désarmement de l'Iran sur le nucléaire, les missiles et les proxys, c'est-à-dire les organisations de type Hezbollah ou Houthi, ou Hamas. Et d'un autre côté, la position des Israéliens qui était l'effondrement du régime. En fait, Donald Trump, il se fout du régime. Pas plus qu'il ne s'occupait du régime au Venezuela. Il lui faut juste une tête et considérer qu'il va trouver une vice-présidente bienveillante qui va lui résoudre son petit problème de pétrole ou d'autres choses, la démocratisation étant un sujet relativement secondaire. Mais comme il y a eu la révolte, qui, elle, n'a été préparée par personne. La révolte de janvier est une vraie révolte populaire, spontanée, inattendue, et qui a bouleversé le programme militaire américain-israélien parce qu'elle est arrivée trop tôt. Il a donc fallu 2 mois pour qu'ils amènent des forces suffisantes pour qu'il se passe quelque chose. Les 2 mois, évidemment, c'était trop tard pour les révolutionnaires, à la fois par les dizaines de milliers de morts et les dizaines de milliers de manifestants qui sont en prison, dont certains sont encore pendus à peu près tous les jours ces temps-ci. Donc il y a une grande victime de cette affaire, c'est le peuple iranien. Ça, c'est indiscutable, c'est déjà malencontreusement acquis. Même si les Israéliens disent non, en fait, c'est comme une poutre termitée, on a l'impression qu'elle est très solide, mais en fait, elle va s'effondrer. Quelque part, je souhaite que ça arrive pour le peuple iranien. Mais sur le fond, maintenant, Donald Trump, il a un problème qui s'appelle les munitions. On consomme 3 fois plus qu'on ne produit. Les stocks entre l'Ukraine, qui était pas si mauvaise question. C'est toujours une bonne question, Catherine. Et la guerre dans le Golfe sont des sujets qui aujourd'hui amènent les Américains à dire mais on n'a plus les moyens de faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire des objets technologiquement puissants, lourds et machin. Aujourd'hui, il lui reste des gros B-52 avec de la bombe traditionnelle, c'est-à-dire du carpet bombing. On lance, ça détruit tout et puis on passe à autre chose, mais qui ne sert à rien. Du fait de la décentralisation, de la miniaturisation, des essaims de drones et des bateaux moustiques. Ce qui a tout changé, c'est ça, des micro moyens, mais en essaim, qui arrivent subitement de partout. La démonstration qu'ont fait les Iraniens hier avec leurs bateaux d'un côté et leurs démonstrateurs de Khorram Sharkar, leurs gros missiles, en disant, voyez, on en a encore au moins 40. Ce qui est beaucoup plus que ce que nous imaginions du fait des destructions précédentes. Tout ce qui est enterré, enfoui, caché. Et puis leur programme nucléaire, on avait identifié 4 sites, il y en avait au moins 5. 3 ont été détruits. 1, on ne peut pas, parce qu'il est trop profondément granité, c'est la montagne de la Pioche. Et puis Minjidai, site nouveau, au nord-est de Téhéran, où il y avait à la fois des centrifugeuses pour passer de 60 à 90%, donc le niveau nucléaire, et pour construire des ogives. Donc en fait, tout le monde ment. Poker menteur pour Donald Trump, échec menteur pour les Iraniens. Une question d'Éric Nolot, peut-être. Mais il y a une forme de compte à rebours aussi chez Donald Trump. Il y a les midterms qui se profilent. Et la guerre est très impopulaire à la fois pour des questions de principe, puisqu'il s'était engagé à ne pas faire de guerre précisément, et puis pour des raisons économiques. Est-ce que ça peut vraiment peser sur sa décision, sur la manière dont il va mener les négociations? Est-ce qu'il est prêt à accepter ou à ne pas accepter? Alors paradoxalement, j'ai regardé à quel moment les midterms
déclenchait un process où on sentait, vous savez, c'est comme les élections présidentielles, 1 an avant, on dit c'est comme ça, et ça ne se passe jamais comme prévu, ou très rarement. Les midterms, c'est à peu près pareil. Le déclencheur des midterms, elles sont en novembre, c'est en général au mois de juillet. Donc ça pèse dans l'idée des Américains. On voit dans les midterms, vous savez, les petites élections qui ont eu lieu en novembre dernier, où les républicains se sont fait laminer, y compris ils ont perdu un siège qu'ils avaient depuis 2 siècles. Oui. Donc c'est un signal. Le siège de Mar-a-Lago est tombé chez les démocrates, ce qui n'est pas bon signe. Avec Donald Trump votant par correspondance, ce dont chacun sait dont il annonce qu'il veut le supprimer, je ne sais pas bien. Bon. Donc il a un vrai problème de détestation, de niveau d'impopularité. Mais quand vous demandez aux électeurs MAGA s'ils sont pour la guerre contre l'Iran, 75% disent oui. Quand vous demandez aux électeurs républicains s'ils sont... Pourquoi ils disent ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont pour la guerre. Ils sont pour lever l'humiliation de la prise d'otage de l'ambassade américaine de 1979, qui est un fer brûlant dans la manière dont l'Amérique se voit et dans la manière dont elle a le Vietnam et l'humiliation d'eux et la chute de Kaboul. Ça, il y a 3 marqueurs américains. Vous êtes sûr que dans une discussion, au bout de 5 minutes, quand vous commencez à parler des questions, vous avez ces 3 retours qui vous arrivent. L'humiliation du Vietnam, le désastre, y compris le désastre chez les soldats, tout ce qui sont les effets post-guerre, post-traumatiques, etc. Donc le drame. Le deuxième, c'est la prise d'otage, l'humiliation. Et le troisième, c'est Kaboul, même chose que le Vietnam, en pire parce que plus tôt. Mais l'humiliation de Téhéran, c'est si on peut leur en mettre une, faut le faire. Et même chez d'autres électeurs que les MAGA, la base vraiment puissante de Donald Trump, personne ne va défendre le régime iranien, par ailleurs. Merci beaucoup Alain Bauer. Chine, la revanche de l'Empire aux éditions Fayard. On le conseille à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Merci Catherine Ney, merci André Valigny, merci cher Éric Nolot.